Bonjour à tous. Déjà, petit 1, je vous souhaite une belle journée. Une journée faite à la fois de savoir, d'échange et de partage, et au plaisir peut-être d'en voir un certain nombre demain. Alors, notre thématique, faire de sa seniorité une force. Et je dirais, je vais vous dire entre guillemets ce qu'a déjà dit Guillaume, mais j'ai envie de dire, je suis senior et vous avez vu comment j'ai écrit senior avec or, et oui, l'or, le métal précieux. Et alors? Donc ça, c'est la première thématique. Donc je suis consultant à l'APEC et moi aussi, je suis senior. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Je fais partie du club des seniors. Mais par contre, on va essayer de voir au cours de cet échange plusieurs points qui vont être, à mon avis, intéressants. C'est vous qui me le direz après. Vous voyez, je suis un petit peu présomptueux. La première, on va essayer de définir c'est quoi un senior, parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi. On verra un petit peu aussi, évidemment, les stéréotypes des seniors. Vous savez, j'ai envie de dire les stigmates qu'on leur met et les stigmates qu'ils se mettent. Et oui, je suis désolé, vous allez voir, je suis un garçon désagréable. On verra aussi les principaux atouts des seniors. Et on verra que je vais utiliser pour cela une étude qui a été faite de l'APEC auprès d'un certain nombre de cadres et d'entreprises. Et ce ne sont pas les réponses de Christophe, mais les réponses des entreprises. Et on verra bien évidemment quel levier mobiliser. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez à un moment ou à un autre. Comme je dis, Xiaoline me remontera toutes les questions après. Donc, si jamais les questions se retrouvent, vous mettez plus, je mets la même question et ainsi de suite. Comme ça, elle pourra aussi ordonner l'ensemble des questions. Alors, c'est pas évident de parler tout seul parce que, comme je dis, c'est pas interactif. Je ne vous vois pas, donc je ne vous entends pas. Mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, Xiaoline remontera toutes les informations. Eh OK, bien, pas de écoutez, problème. nous sommes partis. Alors, on va commencer par c'est quoi un senior? Et là, ça commence déjà à être compliqué. Parce que quand on cherche une définition, on voit que dans le monde du travail, souvent, on appelle senior à partir de 45 ans. Juste pour vous donner une idée, les cadres de plus de 45 ans représentent plus de la moitié des cadres en France. Donc déjà, c'est une première information. C'est-à-dire qu'on parle déjà de la majorité quand on parle des seniors. Mais quand je dis 45 ans, ce n'est pas tout à fait réel parce que vous avez parfois, au bout de, comme le disait tout à fait Guillaume tout à l'heure, au bout de 5 ans d'expérience, vous pouvez passer consultant senior ou ainsi de suite, dès 35 ans. Donc, vous voyez, déjà, on parle d'âge. Dans les statistiques, dans un certain nombre de politiques publiques, c'est 50 ans. Alors, 45, 50 ans. On entend aussi parler de 55 ans. Pourquoi 55 ans? J'ai envie de dire, c'est la marque d'entrée dans le dernier quart de carrière. C'est souvent ce qu'on appelle les 10 dernières années. 57 ans dans les politiques de l'emploi, comme par exemple avec le CDD senior. Pour certains, c'est 60 ans ou 65 ans, suivant l'État, suivant les seuils définis par l'État dans certains domaines comme des prestations sociales ou dans le domaine médical. Et c'est 70 ans dans le corps médical. Alors, quand on commence à réfléchir à c'est quoi un senior et qu'on voit tout ça, on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que tout cela? J'ai envie de dire ça un petit peu autrement. Pour moi, la définition d'un senior, mais N-I apostrophe O-R, c'est un professionnel, petit 1, qui a une longue expérience et une ancienneté conséquente. Donc, ce n'est pas un concept d'âge en premier, mais vraiment un niveau opérationnel. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment, comme je dis, l'âge est une chose, mais c'est avant tout un niveau opérationnel, pardon, excusez-moi, je bafouille, et plutôt un concept d'ancienneté. Et plutôt que de parler senior, la meilleure définition pour les cadres, c'est parler de cadres expérimentés. Et je crois que si on prend cette définition-là, c'est beaucoup plus facile pour construire aussi tout le reste. Alors, je parlerai aussi de l'expérience parce que l'expérience ne donne pas forcément des compétences. Donc voilà un petit peu pour essayer de définir de manière globale c'est quoi un senior et on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de définition, si ce n'est qu'on peut dire que c'est avant tout un cadre expérimenté qui a une expérience, une ancienneté, un vécu professionnel et opérationnel. Alors évidemment, il y a des stigmates. Allez, on va pas se voiler la face. Je vais tous les dire comme ça, quoi tous, je ne sais pas, il y en aura encore plein d'autres, mais en tout cas, j'en ai énuméré un certain et on va voir les stéréotypes ou les stigmates des seniors, que ça soit
par les recruteurs ou par les seniors eux-mêmes. Allez, on est parti. Vous êtes prêts? Là, je vais avoir le sujet qui fâche. Alors, voyons un petit peu ce que disent ou ce que reprochent peut-être ou ce que l'on imagine que reprochent les recruteurs. Ils ont des salaires plus élevés. Ils me coûtent trop cher. Parce qu'il y a un petit peu aussi logique. Oui, il est vrai qu'un senior est entre guillemets une main-d'œuvre qui coûte plus cher par rapport à une concurrence de jeunes diplômés. Mais il n'y a pas souvent le même savoir, le même savoir-faire et le même savoir-être. Ça, c'est intéressant de l'avoir en tête parce que c'est un fait, c'est factuel. Mais du coup, pensez à une chose. Quand vous faites que des offres, par exemple, ça veut dire que vous avez plus de probabilités aussi de vous rencontrer, de vous confronter aussi à des jeunes diplômés. Est-ce toujours le meilleur moyen pour trouver un job? Souvent, on reproche aux seniors aussi, oui, mais le diplôme, qui est parfois plus valorisé que l'expérience. Alors attention, un diplôme, comme je dis, c'est un savoir. Ça veut à la fois tout dire et rien dire. Pourquoi? Parce que nous avons aussi des seniors qui sont autodidactes, c'est-à-dire qu'ils ont une évolution professionnelle. C'est-à-dire que leurs résultats ont permis d'avancer. Leurs résultats ont permis, entre guillemets, d'avoir plus de confiance, d'avoir des périmètres plus grands et de grandir. Ça veut dire que c'est leur reconnaissance qui leur a permis d'évoluer. De plus, quand on parle du diplôme, ça me fait bien sourire. Parce que quand on cherche un senior, même s'il a fait Polytechnique il y a 30 ans, excusez-moi, mais le programme de Polytechnique il y a 30 ans et le programme de Polytechnique aujourd'hui est complètement différent. Il y a 30 ans, on va se dire, il n'y avait pas Internet. Donc, on rigole assez. On reproche aussi, les recruteurs reprochent, ou peuvent, on peut imaginer qu'ils reprochent, le manque de flexibilité. Pourquoi? Parce que parfois, selon certains recruteurs, je dis bien certains, ils imaginent un problème d'acculturation. Alors que ça me fait sourire, parce que bien souvent, quand on regarde l'évolution professionnelle au cours des 40 dernières années, il n'y a jamais eu autant d'évolution professionnelle, que ça soit d'outils, que ça soit informatique, que ça soit process, que ça soit agilité professionnelle qui a été vécue justement. Donc on leur reproche parfois ce manque de flexibilité ou entre guillemets d'adaptation ou d'acculturation. Parce que bien souvent, c'est vrai que le cadre senior a une expérience dans une ou plusieurs entreprises dans lesquelles il est resté assez longtemps, où il a aussi des réflexes. On entend aussi souvent moins bonne maîtrise des outils informatiques, alors qu'ils ont vécu toute l'évolution et bien souvent, ils se sont formés, je dirais même auto-formés et ont su évoluer. Alors, on pourrait en rajouter d'autres, hein, des stigmates. On entend souvent la santé, oui, mais, vous savez, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que quand on entend parler, on entend ces stigmates-là. On verra tout à l'heure s'ils sont fondés ou pas. La deuxième chose, et ça on l'oublie tous, c'est que il y a parfois les seniors eux-mêmes qui ont des blocages et des stigmates. Il faut aussi reconnaître que pour le senior, il n'est pas toujours simple de faire le deuil de l'emploi précédent, surtout si le licenciement ou le départ a été violent ou dans des conditions complexes. On constate aussi qu'il peut avoir parfois une difficulté à se projeter. On constate aussi qu'il y a un syndrome un petit peu de l'imposteur, c'est-à-dire qu'il pense qu'il n'est pas capable de faire certaines choses. Sûrement une difficulté pour se valoriser. Pour avoir travaillé en cabinet de recrutement aussi, j'ai souvent rencontré parfois des seniors qui me disaient recrutez-moi parce que j'ai une expérience. Alors là, je ne suis pas d'accord. Une expérience ne donne pas une compétence. Je sais, je suis pas un garçon gentil, tant pis, je le dis, je l'ai dit. Et je vais vous le prouver. Vous connaissez tous Raphaël Nadal. Il joue au tennis depuis 25 ans. Il a 25 ans d'expérience. Personnellement, je joue depuis 35 ans au tennis. Donc j'ai 10 ans d'expérience de plus que Nadal. Est-ce que je suis meilleur que Nadal? Je pense que oui, parce qu'il n'a jamais voulu m'affronter. Donc vous voyez, une expérience ne donne pas forcément une compétence. Deuxième exemple. Alors moi, j'ai le courage masculin, c'est-à-dire que je dis du mal de ma chère et tendre épouse quand elle ne m'entend pas. Ça fait 25 ans que nous sommes mariés. Ça fait 25 ans qu'elle fait de la cuisine. Eh bien, je peux vous garantir que malgré ses 25 ans d'expérience, elle n'a pas forcément 3 étoiles au Michelin.
Alors merci ces petits sourires, mais mon estomac, lui, est très solide. Donc une expérience ne donne pas forcément une compétence. Et si vous dites recrutez-moi parce que j'ai une expérience, vous me dites la même chose que tout le monde. Donc il faut aussi se valoriser, démontrer, mettre en avant. Et vous-même en poste, parfois vous avez eu des personnes qui étaient là depuis 10 ans. Et c'est pas pour ça qu'ils étaient bons. Et parfois, à l'inverse, vous avez vu des personnes qui étaient là depuis 6 mois et qui étaient absolument brillantes. Donc, pensez-y. Oui, il y a des stigmates du côté des recruteurs, mais bien souvent, le pire ennemi d'un seigneur, c'est nous-mêmes. Le pire ennemi que l'on a, c'est nous-mêmes. Parce qu'on doute, parce qu'on manque de confiance, parce qu'on n'ose pas affirmer, parce qu'on n'arrive pas forcément à démontrer. C'est bon, j'ai déjà plombé l'ambiance, je peux continuer? Alors, ces stéréotypes que l'on a pu voir et aborder, c'est une certaine chose, mais pas que. Ce qui va être intéressant, ça va être d'aller voir un petit peu quels sont les atouts des seniors. Parce que oui, ils ont des atouts. Ce que j'aime bien, c'est que j'entends parfois aussi des seniors qui me disent: «On m'a pas recruté à cause de mon âge». Et parfois, je vois des jeunes diplômés qui me disent: «On m'a pas recruté à cause de mon âge». Donc j'ai envie de dire, on est tous des mal nés. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est que les seniors peuvent avoir des plus-values certaines qu'ils mettent en place. Alors, on va y aller. Face aux idées reçues, il y a une étude, vous pourrez toujours la retrouver sur l'APEC, l'étude complète. Elle est riche et intéressante sur le site APEC Corporate. Et tapez pas dans la barre Google APEC.fr, mais bien APEC Corporate. Et là, vous avez toutes les études. On va voir un petit peu ce qu'il en est, justement, et ce qui est ressorti de ces études. Et c'est-à-dire que les réponses que l'on a viennent à la fois de dirigeants d'entreprise, de DRH et de cadres. Et le senior, il a des atouts qui sont non négligeables, mais qu'il n'ose pas avouer. Si on commence à regarder un petit peu plus profondément quels sont les atouts des seniors, la première chose, leur expérience. Mais leur expérience pas en durée, mais l'expérience, j'allais dire, en vécu professionnel. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en avant en illustrant. C'est-à-dire que bien souvent, le senior, il a déjà fait face à des situations de crise, à des situations, à des problématiques de maintenance, à des problématiques techniques sur lesquelles il a déjà fait face. Comme il a déjà fait face, en fait, il sait aussi comment réagir. Il n'est pas pris forcément au dépourvu, ou en tout cas, il a des pistes pour pouvoir élaborer des avancées. Et c'est là où l'expérience, et vous voyez, c'est plus l'expérience en durée, mais le vécu professionnel qu'il a pu faire ou les situations dans lesquelles il a fait face est utile. L'expérience technique des seniors. Pourquoi l'expérience technique? Parce que tout simplement, il a l'historique, il connaît l'évolution des produits, des machines, il a l'évolution, la connaissance du secteur, la connaissance du marché. Et ça, ce sont des atouts forts qu'il faut valoriser et mettre en avant. Je vais prendre une citation de Monsieur Jacob. Monsieur Jacob, ancien directeur général du Creuset, qui est intervenu sur une prestation de la paix qui s'appelait Talent Senior. Et au cours d'une conférence, il a indiqué tel quel. Quand il recrutait un manager, il disait: moi, quand je recrute un manager, je vais chercher un senior. Pourquoi? On a dit: oui, mais senior, on a vu que ce n'était pas une histoire d'âge. Parce que le management ne s'acquiert pas à l'école. Savoir piloter des personnes, savoir être un bon manager, c'est-à-dire accompagner, développer des équipes, etc., ça s'apprend, entre guillemets, sur le terrain, à travers le vécu. Et bien souvent, un jeune manager qui arrivera tout fraîchement émoulu, avec beaucoup de savoir, peut-être plus de savoir qu'un senior, mais ne saura pas forcément faire face à cette situation. Donc, vous voyez, il y a aussi, par rapport à certains postes, certains positionnements, des atouts qui sont reconnus. Évidemment, ils ont aussi des connaissances clients, fournisseurs, partenaires tout au long de leur parcours. Ils ont des connaissances des rouages internes, comment ça marche, comment ça a évolué. Ils ont vécu les organisations avec les transformations. Ils ont ces compétences relationnelles que je viens aussi d'évoquer, mais aussi ces compétences relationnelles que bien souvent, on ne va pas se voiler la face. Si j'ai 55 ans, je n'ai pas une gestion de carrière à faire.
Je suis plus dans une gestion, je suis une gestion entre guillemets de fin de carrière qui correspond aussi à la fois à mes priorités pro et personnelles pour m'épanouir. On n'est pas du tout avec les dents longues qui raillent le parquet pour pouvoir écraser les autres. Donc, vous voyez, le cadre senior, ils sont appréciés pour leur expérience, leur expertise. Et vous voyez, ces éléments-là, ils apparaissent et ils sont reconnus aussi par les entreprises. C'est pas Christophe qui a décidé que c'était ça pour vous faire plaisir. C'est du factuel. Deuxième élément qui est aussi important à avoir en tête et à le mettre en place, c'est ce qu'on appelle la maturité. En effet, ils ont une capacité, entre guillemets, à désamorcer un conflit ou un problème. Ils ont un aspect pédagogique pour transmettre des compétences, pour les savoirs. Ils ont une importance forte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se développe aussi de plus en plus dans les marques employeurs, les entreprises. Recruter quelqu'un, c'est bien, mais avoir un moment de tuilage entre les deux pour le partage avec les seniors est de plus en plus, entre guillemets, fashion. Parce qu'on a compris que la plus-value, le savoir, la connaissance, l'historique était là. Pour désamorcer le conflit, en effet, j'ai envie de dire, le senior, il n'a pas à prouver. Ses actes prouvent pour lui. Il a aussi cette capacité à prendre des décisions souvent plus rapides, plus pertinentes. Donc, il y a un certain nombre de points qui permettent de mettre en avant ce côté, entre guillemets, de maturité, de développement, entre guillemets, du potentiel du cadre. Il est, entre guillemets, plus fiable. Ça va pour tout le monde? Des questions? Je continue, Xioline? Il y Je a, continue, on verra il y les a, questions à la fin? ouais, il y Ou a comme beaucoup tu de veux? questions, donc je pense qu'on va Oula! plutôt répondre aux questions à la fin. OK? Ok, donc je fais attention à mon timing et j'essaye d'aller vite pour répondre aux plus de questions et j'essaierai de faire le maximum. Alors, on parlait de la prise de recul et de leur posture relationnelle. Et ouais, 74% des cadres seniors ne se sentent pas en concurrence avec leurs collègues cadres. Et oui, ce que je disais, ils n'ont pas les dents longues. Ils sont là pour faire leur job. Et j'ai envie de dire même, ils sont là pour bien faire leur job et pas seulement dans une optique de gestion de carrière et ainsi de suite. De plus, les managers considèrent qu'il n'y a pas de conflit intergénérationnel dans leurs équipes. Petit point amusant, tout le monde a entendu parler des startups, vous savez, il y en a certaines qui sont devenues des licornes, des endroits absolument fantastiques. Et par définition, quand on voit l'image d'une startup, on voit une vingtaine, une trentaine de geeks qui sont autour d'un baby-foot, allongés avec leur ordinateur dans un élément, entre guillemets dans un canapé, en train de bosser, avec de la musique, son casque et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que les startups, c'est vrai qu'au départ, c'est plutôt cette ambiance. Mais quand elles commencent à s'étoffer, quand elles commencent à monter en puissance, j'ai envie de dire, en stature entrepreneuriale, ben, elles vont recruter des cadres. Pourquoi? Parce que aussi les cadres permettent, sans mettre de conflit, d'installer un cadre à la structure pour l'accompagner dans son développement, ses éléments, de mettre des process, d'organiser, de, entre guillemets, paternaliser aussi, entre guillemets, les personnes. Ils ont ce qu'on appelle, ils sont garants de l'esprit d'équipe, contrairement, entre guillemets, aux jeunes loups. Je ne suis pas en train de faire une opposition, d'accord? Mais c'est juste un constat qu'il se fait d'une manière assez récurrente au cours de ces dernières années. Enfin, j'ai envie de dire, il y a leur côté régulateur social. Et oui, ce sont des régulateurs, ils sont fiables. Ils sont fiables, ils sont loyaux. En effet, ça va être un petit peu drôle ce que je vais dire, je ne sais pas si c'est drôle, mais on sait que le lundi matin, le cadre senior sera au boulot à 9 heures sans problème, quel que soit son week-end, même s'il a été festif. On sait que pour certains autres, on va dire moins matures, c'est parfois plus compliqué et que le lundi matin peut être source de, comment ça s'appelle?
Flémingite aiguë, peut-être de kidnapping sous la couette, peut-être, etc., etc. Il y a ce côté fiable, ce côté loyal à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il est là, vraiment ce qu'on appelle dans les entreprises, vous savez, ce point qui a pris de l'importance, surtout aujourd'hui avec les tendances du marché, qui sont quand même bonnes, désolé de le dire, mais qui sont quand même bonnes, qui de dire que, entre guillemets, ils travaillent pour la marque employeur de l'entreprise. Et ça, c'est une force chez eux. Sachant que la marque employeur, aujourd'hui, est devenue un critère non négligeable pour les entreprises si elles veulent attirer, éviter le turnover, éviter le changement. Ils ont aussi un rôle, comme on disait, de coordinateur. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu qu'ils apaisaient, entre guillemets, les tensions, mais surtout, le senior n'est pas avare de conseils dans le sens pour aider l'autre à progresser. C'est-à-dire qu'il a un altruisme connu et reconnu par les entreprises. Alors, c'est bien beau de me faire des cœurs, mais si vous ne le dites pas quand vous êtes en entretien, si vous ne le mettez pas en avant et que vous dites juste recrutez-moi parce que je suis vieux, cher et que j'ai d'expérience, c'est pas bankable. Vous voyez où je veux en venir? Alors, une fois qu'on a fait ces commentaires, on va peut-être un petit peu voir quels sont les leviers à mobiliser. Qu'est-ce qu'on entend par levier à mobiliser? La première chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est important de ne pas se dévaloriser. On est bien d'accord. Mais qui dit ne pas se dévaloriser ne veut pas dire de dire je suis Superman, j'ai tout vécu, j'ai tout fait et je suis le meilleur. D'accord? Désolé. Vous n'êtes pas des Superman. Vous êtes des âmes et des femmes dignes de ce nom, vous êtes des professionnels dignes de ce nom. Alors, la première chose que j'ai envie de dire et qu'il faut bien mettre en exergue et bien mettre en avant, c'est-à-dire qu'il va falloir connaître le marché. C'est pas parce que l'on est senior, que l'on est cadre expérimenté, que l'on ne doit pas prouver ou démontrer ses compétences. Et démontrer, ça ne veut pas dire les énumérer. Parce que l'énumération, hein, je suis beau, fort, viril, intelligent et très très modeste, personne ne me croit quand je le dis. Par contre, il va falloir le démontrer. Pour cela, il y a plusieurs éléments que vous allez pouvoir mettre en avant. Pour dépasser ces freins, la première chose, c'est savoir se positionner. J'ai vu tout à l'heure, avant d'arriver, je lisais un petit peu les questions qui étaient sorties, se positionner en termes de salaire. Alors je vous rassure, si vous touchiez 100 avant, c'est que vous les valiez. On est d'accord. Mais attention, je les valais hier, est-ce que je les vaux aujourd'hui? En effet, votre voiture, elle vaut 50. Vous sortez du garage, elle vaut 30. 6 mois après, elle vaut plus que 20. Et puis 30 ans après, elle vaut 200. C'est-à-dire que les salaires, il va falloir aussi se renseigner. C'est pas parce que je gagnais tant que je vaux tant. Si ça se trouve, vous valez plus. Si ça se trouve, peut-être, malheureusement, vous valez moins. Mais c'est. Oh là là, j'ai vu la tête, quelqu'un qui fait la grimace. Il a raison, je suis un méchant. Mais ce que je veux dire à travers là, se positionner en termes de salaire, ça veut dire de bien se renseigner. Pourquoi? Alors tout à l'heure, il y a un truc sur la REM. Je vous conseille peut-être d'y assister, c'est pas parce que je l'anime, mais on verra que dans la REM, il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi d'autres éléments que vous pouvez prendre en considération. Arrêtez de me vendre votre passé. Il y en a plein qui me disent recrutez-moi parce que j'ai 20 ans d'expérience, parce que j'ai travaillé chez machin, parce que j'ai fait truc chez bidule, c'est-à-dire que vous me vendez le passé. Je ne vous recrute pas pour votre passé. Je vous recrute en premier pour votre présent et pour votre futur. C'est-à-dire que bien souvent, quand vous vous présentez ou quand je vois certains CV, alors vous allez me dire le CV, vous le montrez à 50 personnes, 50 avis différents et 50 avis pertinents, mais souvent quand vous présentez, voilà ce que vous me dites. Ma vie, mon œuvre. Je suis né en, j'ai eu mon bac, j'ai fait ma première expérience, puis après j'ai évolué, puis j'ai eu ma deuxième expérience, puis j'ai eu, et vous me vendez des titres. Un titre ne veut rien dire. En effet, si vous créez votre boîte, vous êtes DG. Donc vous avez le même titre que Bernard Arnault. Je ne suis pas sûr que vous ayez le même salaire. Et si vous avez le même salaire que Bernard Arnault, moi je vous conseille un temps partiel, hein. 2 jours par an, ça devrait aller. Donc,
Plutôt que de se présenter sous cette forme-là pour valoriser, il va falloir plutôt identifier vos compétences, plutôt que de dire mes 40 ans d'expérience. Quand je vois un CV qui commence mes 40 ans d'expérience, ça veut dire que la première chose qu'on dit, je suis vieux, je suis cher. Est-ce que c'est ça le premier message avant qu'ils lisent le reste que vous voulez montrer? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de dire une offre de service qui indiquerait plutôt mon expérience réussie à différentes fonctions me permet aujourd'hui de me reposer sur 3 piliers qui sont le management opérationnel d'équipe, le pilotage de projets transverses, mais aussi la gestion et le développement d'activités comme j'ai pu le faire avec succès. Vous voyez, c'est ça qu'il faut vendre, votre offre de service que vous me proposez aujourd'hui et pas le titre que j'ai eu hier. Un titre ne veut rien dire. Je suis quoi? Je suis vendeur, je suis commercial, chargé d'affaires, key account manager, responsable compte clé. Ouais, en gros, je suis un commerçant. Basta. Identifier les entreprises qui recrutent sur le marché. Et là, je pense que c'est important parce que tout à l'heure, on parlait des offres. C'est-à-dire que si vous allez sur des offres, vous mettez forcément en concurrence avec de nombreux candidats, dont certains qui peuvent être moins chers, mais moins pertinents aussi, ou ainsi de suite. N'hésitez pas à faire des approches directes. Identifiez vos points forts pour l'offre de service. Arrêtez de chercher du travail. Ouais, c'est provocateur quand je dis ça. Mais vous allez me trouver un client. Et quand on rencontre un client, on ne lui dit pas tout ce que l'on sait faire. On lui dit à l'inverse, voilà ce que je t'apporte. Voilà ma plus-value par rapport à ton besoin. Et au cours d'un entretien, comme dans votre CV, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as envie d'entendre pour aller plus loin dans la relation avec moi. Parce que s'il vous convoque en entretien, il y en a plein, il me dit, il m'a convoqué en entretien, mais il m'a dit que j'étais trop vieux. Alors, un, si vous a convoqué en entretien, c'est que vous l'intéressez. Et ça, faut pas l'oublier. Quand j'étais en cabinet, j'ai jamais appelé quelqu'un en disant je sais pas quoi faire aujourd'hui. J'ai appelé tous les X et j'ai appelé Xiaoline. Non. S'il vous appelle, c'est que vous l'intéressez. Par contre, s'il n'est pas allé plus loin, peut-être qu'il serait intéressant de se reposer la question est-ce que ce que j'ai été dit a été pertinent par rapport à son besoin ou je lui ai raconté ma vie, mon œuvre. Désamorcer les préjugés sur l'âge pour adopter aussi une posture, entre guillemets, j'ai envie de dire, off, d'offres de services que j'évoquais en avant. Ne me dites pas qui vous êtes, ne me dites pas mais dites-moi à l'inverse pourquoi vous êtes le bon candidat par rapport à mon besoin. Et il faut le rassurer, le recruteur. D'accord? Pensez-y. Parce que bien souvent, je le disais tout à l'heure, le pire ennemi du senior, c'est lui-même. Et une entreprise, je suis désolé de le dire, elle ne recrute pas le meilleur. Alors là, vous pouvez faire oh, et vous le prouvez. Si une entreprise voulait recruter le meilleur, j'ai 20 candidats, je recrute les 20. Et à la fin de période d'essai, je choisis le meilleur. Économiquement, c'est pas fiable. Donc, elle ne recrute pas le meilleur, mais celui qui le rassure le plus par rapport à son besoin. Ça va pour tout le monde? OK. Autre point qui est intéressant. On va parler du réseau. Vous savez, cet élément, quand on en parle, parfois, ça vous gratte, ça vous démange. Je suis pas sur LinkedIn, etc. C'est une horreur. Alors, le réseau, qu'il soit digital, qu'il soit physique, c'est pareil. C'est du réseau. Alors, je vais vous sortir un petit peu des chiffres comme ça. C'est uniquement pour vous saper le moral. Vous avez vu, je suis un gros méchant. Sur 100 seniors qui ont trouvé un job, quand je parle de seniors, je vais employer des personnes de plus de 52 ans qui ont trouvé un job. Il n'y en a que 47 qui sont arrivés par l'offre, c'est-à-dire moins d'un sur deux. C'est-à-dire que si vous faites que des offres, alors attention, n'allez pas traduire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire d'offres. Hein, n'allez pas traduire ce que je n'ai pas dit. Mais je dis j'ai moins d'une chance sur deux. C'est-à-dire que c'est quoi tout le reste? Votre visibilité. Est-ce que vous avez des CV publiés à jour, actualisés sur différents sites? Parce que si au lieu de chercher, on pouvait me trouver. Mais pour attraper un poisson, il faut mettre des cannes à pêche, donc il faut être visible. Que ça soit sur les réseaux, que ça soit des CV en ligne, sur l'APEC, sur Cadre Emploi, sur Welcome to the Jungle, et ainsi de suite. Deuxièmement, le réseau. Le réseau, pourquoi faire? Le réseau, pas pour aller mendier un boulot. Si on va voir quelqu'un dans son réseau, on dit salut, tu comprends, il fait froid, j'ai faim, c'est horrible, ils ont été méchants avec moi, je cherche du boulot. Bah, on se barre en courant.
Le réseau, c'est un échange, c'est un partage entre 2 professionnels. C'est-à-dire que le but du réseau, c'est de trouver de l'information. Tiens, comment ça se passe chez toi? Ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai entendu? Bah tiens, est-ce qu'il y a et là, ça peut aussi vous permettre de faire des approches directes par rapport à des cibles. Pour ceux qui cherchent un job local, si vous ne faites pas de réseau, je suis désolé de le dire, c'est comme si vous faites un 100 mètres contre Usain Bolt, même s'il est retraité, mais en plus avec un sac à dos de 100 kilos. Donc vous partez avec un sacré handicap. Il faut aussi être flexible dans sa recherche d'emploi. Attention, ça ne veut pas dire je dois tout accepter, tout et n'importe quoi. D'accord? Exemple, je vais être gardien de phare à Clermont-Ferrand. Ça va être compliqué. Alors, ça fait peut-être sourire quand je dis ça. Mais ça, je l'entends souvent, indirectement. Parce qu'on est tous pareils. On a choisi d'habiter loin de l'usine qui pollue. Et après, quand on cherche un job, on reproche à l'usine de polluer. Et on lui reproche surtout d'être loin. Soyons logiques. D'accord? Deuxième chose, c'est pas parce que je suis senior, que j'ai travaillé uniquement dans un seul secteur, que je ne peux travailler que dans ce secteur. Vous avez des compétences qui sont transférables partout. Et vous avez du potentiel pour aller partout. Donc vendez-moi ce que vous m'apportez. Tout à l'heure, Guillaume en a parlé. J'ai à peu près le même exemple que lui. Une personne de 62 ans qui a trouvé un poste. D'accord? Il n'a pas eu un CDI. Oui, il a eu un CDD. Et c'est l'entreprise qui a changé le CDI en CDD, pour une bonne raison. Il est plus difficile de casser un CDD qu'un CDI. Et il le voulait pendant 4 ans parce que c'est un projet et une mission de 4 ans. Il faut le savoir. On parlait des autres formes d'emploi. Parfois, pour une entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas simple de le prendre en CDI pour prendre un senior. Pourquoi? Parce qu'il peut être plus cher. Et du coup, ça rentre pas dans ma grille ou, entre guillemets, ma grille salariale ou avec mes indices en interne. Donc, parfois, il faut réfléchir aussi aux formes alternatives d'emploi. Exemple, le portage salarial. Pourquoi? Parce que du coup, la somme qui est allouée ne rentre pas en salaire, mais sur d'autres éléments. Ça peut être aussi des moyens pour pouvoir fonctionner, que ce soit le management de transition, le portage salarial. J'entends certains qui me disent: ouais, mais moi je suis cadre, l'intérim, c'est pas fait pour moi. L'intérim, aujourd'hui, sert aussi, entre guillemets, comme pré-recrutement. Il y a beaucoup d'entreprises qui aussi utilisent dans notre région l'intérim pour tester les cadres seniors. Il faut le savoir. Ça va, j'ai sapé le moral de tout le monde pour dépasser les freins? C'est bon, tout le monde m'a quitté. Aïe, 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 aïe. Allez, je continue. Alors, quel levier me mobiliser pour dépasser ces freins? Déjà, identifier vos atouts. Identifier ses atouts, c'est de savoir démontrer. C'est savoir être factuel. Je vais prendre un exemple. Quand je recrutais, si je recrutais un manager, j'avais choisi entre guillemets des CV, j'ai convoqué les personnes. Question que je leur posais au cours de l'entretien: avez-vous déjà managé? 100% des personnes me répondaient oui. Mais si vous me répondez que oui, vous me répondez la même chose que Pierre, Paul ou Jacques. C'est-à-dire que vous n'avez aucune plus-value, aucune valeur ajoutée. Alors que répondre? C'est là où vous devez argumenter, expliciter, valoriser. On répond jamais par oui, mais toujours oui, non, plus un argument, plus un exemple. En effet, j'ai une longue expérience en management, que ça soit en management direct, par exemple de 5 jusqu'à 40 collaborateurs, mais j'ai aussi travaillé sur des projets transverses où j'avais pas de lien hiérarchique sur les équipes, mais pourtant il fallait les faire travailler ensemble sur le même projet, ce qui est parfois plus compliqué quand on n'a pas de lien hiérarchique, et de faire du management participatif de collaborateurs sur des projets transverses. J'ai travaillé sur du multisite, multiculturel, avec différents éléments, avec des équipes en trois. Vous voyez, démontrer. Là, vous assurez les éléments.
C'est comme si on vous dit: «Avez-vous bien fait votre travail?» Vous allez pas me croire. Je suis quand même un mec brillant, il y a jamais personne qui m'a dit non quand j'étais en entretien. Tout le monde m'a répondu oui. Mais ça veut dire quoi, bien faire son travail? Bah, voilà, par exemple pour ce que vous êtes en train de citer, vous évoquiez l'amélioration des process. Bah, sachez qu'on a baissé les rebuts de 20 et on a augmenté de plus de 30 pour cela. Et là, c'est intéressant. Parce que si vous mettez des résultats sur votre CV, il va vous dire bah, comment vous avez fait pour réussir à baisser les rebuts de 20 de faire une économie de 5 points, de mettre en place plus de 20 nouveaux grands comptes. Et bien là, vous pourrez vous valoriser simplement. Pas en disant que vous êtes Superman, mais en étant factuel. Ben voilà, je suis arrivé dans l'entreprise, voilà la situation. Ils perdaient des parts de marché, ils mettaient ceci, ils mettaient cela. Il y avait un taux d'échec qui était vraiment important. À partir de cela, on a fait un diagnostic. Suite au diagnostic que j'ai piloté, j'ai proposé des solutions, je l'ai présenté à la direction. Suite à cette présentation, on a mis en place de nouveaux procédés, on a mis en place une nouvelle programmation qui a permis d'arriver au bout de 3 mois à cette réduction de coûts de 20 à cette augmentation de 50 nouveaux clients prospects qui ont été trouvés, dont 3 avec lesquels on a mis des accords cadres qui représentaient plus de 10 du chiffre d'affaires en moins de 6 mois, et ainsi de suite. C'est ça la valorisation. C'est d'expliquer ce que vous êtes capable de faire concrètement. Mais là, il faut être factuel. Si vous n'êtes pas factuel, si quand on vous pose la question, est-ce que tu sais bien faire ton travail? Bah ouais, on m'a jamais dit. Mon patron m'a dit qu'il était content de moi. Ah non, c'est pas une réponse. Vous voyez, quand je parle de valorisation, ayez ça en tête. Ayez ça en tête. Pour toutes les négociations que vous pourrez faire au cours d'un échange de travail, si vous argumentez pas, si vous ne valorisez pas, si vous ne mettez pas en exergue vos talents, si vous n'expliquez pas pourquoi vous êtes pertinent pour lui. Mais attention, il faut s'adapter aux besoins. Parce que bien souvent, j'ai envie de dire, un cadre senior, c'est quoi? Voilà à quoi vous ressemblez. Une grande commode, une grande garde-robe où il y a plein de vêtements. D'accord? Souvent, la difficulté, c'est que le senior veut trop en dire. C'est-à-dire qu'il veut parler de toute sa garde-robe. Et souvent, sur vos CV, vous voulez tout mettre. Or, moi, je suis à Paris. Sur la plage, vous êtes en maillot de bain. Au ski, vous êtes en combinaison de ski. À un mariage, vous êtes en costume cravate ou en robe de soirée, mesdames. Et chez vous, vous êtes en jean t-shirt. Vous avez une tenue différente à chaque endroit. On est bien d'accord. Une tenue différente à chaque endroit. Et quand vous voulez postuler, si je regarde la valise, comment vous êtes habillé, vous allez essayer de tout mettre. Donc j'ai mis une paire de moon boots, mon maillot de bain, une chemise et une cravate, et par-dessus ma veste en cuir. Bah, avec ça, j'ai nulle part. Et souvent, quand on est en entretien, on veut tout dire. Si lui, il cherche quelqu'un pour un mariage, je mettrai mon costume et ma cravate. Il attend ça de moi. Et je ne vais pas détailler le reste. Parce que si on vous a dit, et ça souvent les seniors l'ont entendu, vous êtes surdimensionné pour le poste. Vous l'avez sûrement déjà entendu, n'est-ce pas? Eh bien, si vous l'avez entendu, le problème, c'est que c'est ce qu'il a entendu. Ça veut dire que c'est vous qui lui avez dit peut-être trop de choses par rapport à son besoin précis. Et parfois, en voulant trop en faire, on se tire une balle dans le pied tout seul. Pourquoi je vous dis ça? Reparlons du salaire. Vous savez, ce petit truc, il paraît qu'il y en a qui travaillent pour un salaire. C'est moche, c'est vil, hein. Ouh. Si je vous paye pour tout ça, si d'un seul coup, je veux vous prendre que pour ça, est-ce que je vais payer pour tout ça? Pas forcément. Donc parfois, c'est bien de revoir les périmètres, et cetera, pour savoir en quoi ça consiste. Parce que parfois, chez certains seniors, on dit: «Oh là là, moi j'étais sous pression permanente, j'ai eu des responsabilités fortes. Aujourd'hui, j'ai d'autres priorités qui correspondent plutôt à mon juste équilibre pro et perso et j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est pas forcément ce que je recherche, les agapes et ainsi de suite, et je suis prêt à faire cette mission-là. Mais comme je lui ai vendu tout le cadre, bah, je ne me suis pas rendu attractif». C'est pour ça que quand je dis s'adapter, se valoriser et surtout ne pas avoir le syndrome de l'imposteur que peut avoir le senior qui doute. C'est tout à votre honneur. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous pour me valoriser et en étant des faits, un fait, c'est irréfutable. Or, le senior est le seul qui peut annoncer des faits réels,
avec ses résultats et son travail organisé. Ce que le jeune diplômé ne pourra jamais faire. Il pourra parler de savoir, etc. Mais un savoir, ce n'est pas un savoir-faire. Et je rappelle que la compétence, c'est avant tout l'association d'un savoir, d'un savoir-faire et d'un savoir-être dans le cadre d'une réalisation professionnelle. Alors, j'ai pas fait Polytechnique, je traduis ça autrement. Je suis capable de, verbe plus compliment plus un exemple. Je suis capable de manager une équipe de 5 jusqu'à 40 collaborateurs. Donc, le résultat que vous mettrez en avant vous permettra d'être en confort parce qu'il vous amènera la personne à remettre en avant un certain nombre de points pour pouvoir l'aborder. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire et de sortir. Alors, essayons de voir les questions. Alors, j'ai fait exprès, je suis allé un petit peu vite, je suis désolé, mais comme Xiaoline m'a mis la pression et qu'il m'a dit qu'il y avait plein de questions, je vais essayer d'y répondre. Et surtout, avec ton grande expérience comme senior, donc on reste encore 20 minutes pour la question. Je sais Merci bien, Christophe. donc. Alors, Merci alors, Christophe. Donc, je vais avouer à tout le monde que je suis un gros bavard et que d'habitude, je pourrais parler des heures. Donc là, j'ai fait exprès de squeezer un certain nombre de choses, mais pour rester à l'essentiel. Et retenez surtout l'essentiel. Je dois valoriser. Alors, oui, alors les questions, Xioline. Je ne dis pas que j'aurai des réponses, je ne suis pas un sachant. Mais en tout cas, je vous dirai je sais ou je ne sais pas en toute simplicité. OK. Donc du coup, on a totalement plus que 60 questions. Donc on le voit, hein, c'est une Waouh! question. Oui, donc du Comme coup, on quoi, j'ai reste. pas été clair s'il y a des questions. En tout cas, donc il y a première question donc qui est pas vraiment apportée pendant la présentation. Oui. C'est, beaucoup de personnes ont déjà passé, différents entretiens. Souvent, le premier entretien qu'on rencontre, souvent ce sont des RH assez jeunes. Donc, Mhm, quelquefois, ça pourrait même être RH en stagiaire. Donc, mhm. comment nous pouvons donc devant ce type d'entretien, donc le premier entretien devant un RH assez jeune, comment il faut le faire? Comme les autres. Ça va, j'ai bien répondu? Alors, petit 1, il faut savoir une chose. Quand j'ai fait du recrutement, j'aimais recruter un blanc, un noir, un vert, un jaune, ce que vous voulez. J'aimais recruter un vieux, un jeune. J'ai d'abord recruté une personne qui correspondait aux besoins. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. C'est la première chose sur laquelle on se concentre. OK, si à la fin en shortlist, j'ai 2 personnes, parce que quand on arrive en shortlist, on ne va pas se voiler la face. On a 2 personnes qui sont identiques. On est bien d'accord. Et ils ont les mêmes talents, autrement ils ne seraient pas passés dans l'ensemble des barrages. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il est bête. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il est incompétent. Mais on a tous nos préjugés. D'accord? On a tous nos préjugés. Prenez-le comme un professionnel. Je vous rappelle une chose, on ne choisit pas ses collègues. On doit faire avec leur qualité et leur qualité. Je vais dire ça comme ça. Donc, prenez-le comme un opérationnel. N'oubliez pas une chose. En plus, un point qui est important, c'est que même s'il est jeune, c'est la première étape que vous devez franchir. Donc, entre guillemets, vous ne pouvez pas la squeezer. Abordez-le comme quelqu'un d'autre. N'oubliez pas une chose. Tout à l'heure, on parlait du réseau. Toutes les personnes que vous avez eues en entretien, déjà, si vous convoquent, c'est que vous les intéressez. Vous les intéressez. Ça veut dire que votre CV est ressorti parmi un certain nombre de CV et qui match. Il veut être assuré pour aller plus loin. Il le sait, votre âge. Même si vous ne me le mettez pas, si je vois que vous avez commencé en 90, je me doute que vous n'avez pas 20 ans. D'accord? Donc, il est au courant. Alors, parfois, les recruteurs peuvent faire des tests. Ah, ah oui, vous avez plus de 25 ans d'expérience. Vous voyez, quand on fait ça, c'est pas forcément. Ça nous permet aussi de voir comment réagit la personne. En effet, vous l'avez très bien dit, 25 ans justement d'expérience réussie dans ce domaine-là et ce domaine-là qui est le cœur de votre besoin aujourd'hui, qui me permet justement d'avoir cette vision. Et vous voyez, dans ces cas-là, il faut arrêter de parler de soi et revenir sur le besoin. C'est-à-dire que je suis pas. Oubliez pas une chose, en entretien, vous n'êtes pas là pour vous justifier.
Vous n'êtes pas là pour vous justifier. Vous savez, alors j'imagine que comme moi, pardon, vous avez des enfants, et peut-être qu'un jour, un de vos enfants a commencé une de ces phrases en venant vous voir: «Oui, mais papa, attends, je t'explique». Et quand ça commence comme ça, on se dit: «Oh là là, ça pue les emmerdes». Et ben, c'est pareil, vous ne devez pas vous justifier, vous devez argumenter. C'est comme les personnes qui me disent: «Moi, j'ai un problème. Je suis vieux et en plus, j'ai quitté ma boîte et ça s'est passé dans des tensions» et chaque fois, il me dit: «Pourquoi avez-vous quitté votre boîte?» Et dans ces cas-là, vous savez, on en parle et plus on en parle, plus on s'enfonce et plus c'est difficile. Sur toutes les questions qui vous gênent, soyez le plus court possible. Voilà, nouvelle organisation, nouveau changement. Du coup, nous nous sommes séparés d'un commun accord. Point. Rentrez pas dans les détails. Est-ce que j'ai à peu près répondu pour le jeune? Est-ce que ça va, ces exemples-là? Je ne sais pas si ça vous convient ou pas. Ouais. OK. Ouais, on voit donc il y a des personnes vraiment très contentes pour ces réponses. Donc du coup, c'est on va pousser un peu plus loin pour cette question. Oui, Donc après le premier entretien, donc ça pourrait arriver aussi pour le senior en face de manager jeune. oui. Donc dans ce cas-là, donc oui, je vous donne la main. Alors, un manager jeune, alors comme on dit souvent, le senior peut faire peur. C'est ça que tu entends sûrement à travers ce message-là. Mais on a vu que dans la réalité, un jeune manager aime beaucoup avoir des seniors dans son équipe. Pourquoi? Parce qu'il peut s'appuyer dessus. C'est l'histoire, entre guillemets, du côté paternaliste. C'est l'histoire, ce gars-là, d'une manière, il lui reste 5 ans, 10 ans, il va pas forcément vouloir ma place à tout prix pour prendre la place de celui d'après que j'essaye de bouffer moi-même et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ce que j'appelle dans une gestion de carrière à outrance. On est juste dans qu'est-ce qui correspond à mes envies. C'est pour ça que je dis, il y a une majorité de jeunes managers, je le dis ouvertement, qui et souvent, c'est nous qui imaginons que, voilà, il ne me prend pas parce que je suis vieux. D'accord? Vous êtes comme vous êtes. Je rappelle Churchill, l'âge, la vieillesse n'est pas une histoire d'âge, mais un état d'esprit. Et ça, c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que moi, je connais des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui dans leur tête ont 75 ans, et je connais à l'inverse des personnes de 60 ans qui ont plutôt 20 ans dans leur tête. Et d'autres de 52 ans comme moi, où on a l'impression que j'ai pas encore fait ma puberté. Donc, n'oubliez pas, l'histoire du manager, je reviens, mais on est toujours là-dessus, on n'est pas en train de, de recruter quelqu'un d'abord on recrute quelqu'un d'abord par rapport à un besoin. Et c'est ça qui est important. Recentrez toujours sur le besoin. Vous avez besoin d'un accompagnement en compétences là-dessus. C'est là où je peux être un soutien pour vous. C'est ça, rassurer. C'est te dire, repose-toi sur moi. OK? Donc, le jeune manager, on pourrait se dire, ouais, mais c'est parfois plutôt l'inverse qui est problématique. Quand quelqu'un de plus vieux que vous recrute et que vous êtes vous-même senior. Pourquoi? Parce que si j'ai 62 ans, que celui qui me recrute en a 64 et qui se barre à la retraite dans 1 an et que moi je me barre dans 2 ans, j'ai plus personne dans l'équipe. Donc, vous voyez que parfois, c'est plutôt même l'inverse. C'est plutôt à tranche d'âge équivalente qui peut poser parfois des difficultés. Donc, vous voyez, on peut l'imaginer dans tous les sens. Et pourtant, à chaque fois qu'on m'en parle, on me dit toujours: «Oui, mais si c'est un jeune manager, il ne prendra pas». Ça, je suis pas sûr. Autre question? OK, donc la réponse est plutôt, très positive pour les seniors. La question suivante, c'est plutôt, il y a certaines personnes, donc voilà, c'est plutôt de tranche de l'âge vers 35 ans à 45 ans. Ils ont Ouais. ni junior parce qu'ils ont quand même expérience, ni senior parce qu'on considère quand même assez jeune. Donc dans ce cas-là, comment pour positionner pour la recherche emploi? Les 35-45 ans? Ouais. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas la thématique de notre senior et alors? Alors, les 35-45 ans, entre guillemets, aujourd'hui, on va pas se voiler la face, c'est les denrées les plus recherchées dans les entreprises et c'est pas forcément les plus nombreux. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas encore atteint des niveaux de salaire too much. Parce qu'ils ils sont déjà cassés les dents à travers des expériences. Et ils commencent à devenir des cadres expérimentés. Je vous rappelle que dans le milieu du travail, en général, on est senior à partir de 45 ans. Je le rappelle. D'accord? Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Maintenant, par rapport à cette thématique, comment ils se positionnent? Ils peuvent se positionner comme des seniors, mais en tout cas, 35-45 ans, ils peuvent plus se positionner comme des juniors. Ça, c'est sûr. Mais après, ils se positionnent comme un professionnel, c'est tout. D'accord? On parlait des seniors. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui commencent à afficher aussi aujourd'hui ce qu'on appelle le senior friendly. C'est-à-dire qu'ils sont, senior open, quoi, et elles sont vraiment là-dessus, ça se développe beaucoup et bien souvent, vous voyez, on parle de toujours, heu, c'est moche la ségrégation, et ainsi de suite, mais elle existe dans tous les sens. Le deuxième point que j'ai envie de dire, on recrute pour des talents. On recrute aussi en fonction de son enveloppe budgétaire. Vous avez tous été, en poste et cetera et vous savez les contraintes et le vécu d'une entreprise. Donc il y a toujours plusieurs paramètres. Donc j'ai pas de vérité. Mais j'ai envie de dire que si vous êtes senior et que vous voyez, même si vous avez 25 ans d'expérience et qu'il voit 10 ans d'expérience, mais postulez. Quand on dit 10 ans d'expérience, ça veut dire que je veux qu'il ait au moins un certain vécu professionnel. Par contre, si vous voyez 1 an d'expérience, vous pouvez vous dire, là, ça veut dire qu'il a peut-être pas ni le gabarit financier, ni le gabarit de mission, ni le gabarit, entre guillemets, d'envergure sur lequel j'ai envie de me positionner. Moi, je dis d'une manière, je ne sais pas si vous connaissez les bronzés. Vous voyez mes références culturelles, hein, je suis désolé. Mais sur un malentendu, ça peut passer. Donc, il faut essayer. Et d'une manière, n'oubliez pas, si vous ne tentez pas, vous êtes sûr de ne pas l'avoir. Et je crois qu'avant tout, il faut le tenter. Il faut essayer. Il y a rien de pire que de ne pas essayer parce qu'après, on a des remords. Moi, je préfère essayer, tester. Et oui, je peux me prendre un râteau. Et oui, je peux me prendre un vent. Et si on m'a pas pris, ça peut être parce que je suis senior, mais aussi, et si je suis honnête, c'est peut-être parce que j'ai pas été bon, ou que j'ai pas ciblé, ou que j'ai pas été pertinent, ou que j'ai pas été le meilleur par rapport aux autres candidats. Alors, il nous reste 2-3 minutes avant que vous voyez ma collègue Elodie est arrivée. Bonjour Elodie, qui fera le web atelier juste après. Y a-t-il encore d'autres questions, Xioline? Comme il reste encore 8 minutes, donc je vous propose donc la dernière question. Donc Vas-y. la dernière question, donc souvent, donc pas souvent, donc certaines juniors, malheureusement, donc il y a subi un arrêt maladie ou un burn-out pour même pour certaines personnes, Un senior, tu veux dire? seniors, voilà, Oui, pour la pardon. rupture conventionnelle. Donc du coup, Oui. dans ce cas-là, comment justifier devant le recruteur? Alors, attention, vous allez voir, je suis un garçon qui radote, hein, tant pis. Donc, je vais radoter. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous n'avez pas à vous justifier. Vous devez argumenter. Plus vous allez parler de quelque chose de dérangeant, plus il va vouloir creuser. Alors, petit 1, quand vous allez à un mariage, je rappelle, vous mettez sur vos beaux vêtements. C'est pas parce que vous allez à un mariage le 15 août à Nice, vous seriez eu en Bermuda, vous y allez quand même en chemise cravate, parce que c'est l'image qu'on attend de vous. Vous allez sur un poste, on attend un cadre opérationnel. Vous n'êtes pas là pour vous justifier, pas pour raconter, bah voilà, j'étais arrêté 2 ans, santé, et ainsi de suite. Vous dites voilà, vous pouvez tout simplement dire, mon poste s'est arrêté à telle date. Suite à cela, Heu, j'ai eu, des priorités personnelles à gérer. J'ai aussi, développé tel talent. J'ai aussi, développé une veille et un réseau parce que j'ai réfléchi à différents positionnements et cetera. Mais vous n'avez pas à vous justifier. Si vous commencez à dire, c'est vrai à un recruteur: «Bah, écoutez, ouais, c'est vrai que, mon dernier poste, je l'ai quitté parce que vous comprenez, j'étais en burn-out, donc j'étais arrêté, plus de 9 mois, puis après je suis revenu et puis» est-ce que vous avez envie? Donnez-moi envie, vous avez des talents, mettez en avant vos talents. Dites plutôt que vous avez eu parfois besoin d'un break. J'ai des personnes qui ont eu des arrêts parfois d'1 an, comme on dit, j'ai eu un projet personnel. Rentrez pas dans les détails. Plus vous rentrez dans les détails, plus vous êtes en train de creuser vous-même un élément dans lequel vous allez vous mettre en difficulté. Moi, j'ai envie de vous dire, plutôt que de vous mettre en difficulté, mettez-vous en confort. Arrêtez de parler de
Personne ne cherche à recruter Christophe ou Xiaoline. Ça fait 30 ans que je regarde les offres d'emploi. J'ai jamais vu une offre recherche Xiaoline ou recherche Christophe. Alors avec Xiaoline, on est d'accord. Le monde perd beaucoup. Le monde perd énormément. Alors Elodie n'a pas l'air d'accord, mais quand même. Donc le monde perd beaucoup. Donc ne me parlez pas de vous, parlez-moi du professionnel que vous êtes. Parlez-moi plutôt du talent qui peut être utile et qui a fait que vous soyez en entretien. Je vous rappelle que si vous êtes en entretien, vous l'intéressez, on l'oublie. Les rôles ont changé. Au départ, c'est vous qui envoyez un CV en disant pitié, pitié, reçois-moi. Et puis d'un seul coup, c'est lui qui prend son téléphone et qui vous dit pitié, pitié, viens me voir, tu m'intéresses. Ça veut dire que, alors il le dit aussi à d'autres, mais en tout cas, ça veut dire que vous êtes dans le bon matching. Vous voyez la différence entre les deux? Donc n'allez pas pour vous justifier. Allez-y pour le confirmer qu'il a fait le bon choix en vous faisant venir et que vous êtes le candidat idéal par rapport à son besoin, par rapport à son intérêt et surtout que vous êtes pertinent. Donc n'oubliez pas de vous valoriser. Mettez en avant vos talents. Mettez en avant pourquoi vous correspondez à son offre de service aujourd'hui, pourquoi vous êtes pertinent aujourd'hui pour lui demain, comment vous êtes dans la construction pour pouvoir avancer. Voilà, j'ai fini de vous martyriser. Je vais vous laisser avec Élodie. Merci Euh, Xiaoline pour les questions. Merci Xiaoline pour l'ensemble des éléments. Merci Christophe. Donc, avant de lancer la parole à Elodie, je souhaite quand même vous préciser que ici, vous trouvez l'email de Christophe. Donc, vous pouvez le contacter en direct par ce email. Et je vous rappelle également, donc, demain pour le salon en présentiel, vous pouvez également trouver Christophe sur place à UDC de 10h à midi. Sinon, je vous rappelle également, 10 donc, heures, j'ai grasse mat. ah ben non, désolé, hein, il faut vous lever parce que normalement, le senior levait plus tôt que le junior. Mais c'est pour ça que je serai là avant 10 heures. Voilà, en espérant vous voir demain et n'hésitez pas, comme je dis, il n'y a aucune question saugrenue. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions demain, mais quitte après, comme je dis, n'hésitez pas à rencontrer que ce soit Élodie, que ce soit Laure ou que ce soit Christophe à l'APEC. On est à votre service, on vous le dit sincèrement. Euh, Vous allez, vous créez votre compte, vous prenez un rendez-vous, vous rencontrez, vous dites voilà ma problématique, j'arrive pas à parler de ça, etc. Et puis à partir de ce moment-là, on en parlera en toute simplicité. Mais avant tout, j'ai envie de dire, soyez vous-même, soyez fiers de ce que vous avez fait et valorisez ce que vous mettez en avant. Si vous, vous ne faites pas confiance, demandez pas au recruteur de vous faire confiance. Il ne pourra pas. Donc faites-vous d'abord confiance et valorisez vos talents. Alors à tout à l'heure pour la REM pour certains. À bientôt.